Digital Congo, la télévision numérique. Au sommaire de ce journal, l'an 1 du gouvernement souminois, c'était ce 12 juin 2025. Si côté majorité au pouvoir, l'on salue quelques avancées enregistrées. Côté opposition, l'on désigne un gouvernement qui a quasiment échoué. Vous suivrez dans ce journal Prince Epengue, membre de l'opposition. Agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo, au sud Kivu, la société civile plaide pour un dialogue inclusif entre acteurs engagés dans le conflit, également un cessez-le-feu immédiat pour soulager les souffrances de la population. Promouvoir le vivre ensemble et soutenir une paix durable, la SYNCO s'y penche. Elle a réuni à Kinshasa plusieurs membres de la société civile en marge de son initiative en vue de la cohésion sociale et participation citoyenne en République démocratique du Congo, ce à travers sa commission épiscopale Justice et Paix. Nouvelle session d'information sur votre télévision. Bienvenue à toutes et tous. À la une de ce journal, nous parlons, vous le savez, de l'an 1 du gouvernement souminois. C'était depuis le jeudi 12 juin 2025 que le gouvernement souminois a totalisé une année d'existence. Si du côté de la majorité présidentielle, on salue quelques avancées enregistrées, mais dans l'opposition, on crie à l'échec total parce que lors de sa prise de fonction, la première ministre avait présenté devant l'Assemblée nationale un programme d'action structuré autour de 6 axes majeurs. On peut parler notamment de construire une économie diversifiée et compétitive pour créer plus d'emplois et protéger le pouvoir d'achat de ménages, également protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens, également renforcer les capacités du Congolais pour participer à la construction du pays et gérer durablement et de manière responsable l'écosystème de la République démocratique du Congo face au changement climatique. Pour Prince Epengue, porte-parole de la MOUCA, le gouvernement souminois a quasiment échoué, et ce, sur tous les plans, car de tout ce que la première ministre avait promis, dit Prince Epengue, il n'y a rien de concret qui a été réalisé. Commentaire Papi Boabouille. Le camp de la patrie est un état d'esprit. Rappelez-vous qu'au mois de novembre 2022, lors du congrès de son parti à Kisangani, Martin Fayulu avait lancé le slogan Congo et Kolobo Moko pour dire que même si je suis à Kisangani, mais je peux venir de... Investi le 12 juin 2024, le gouvernement souminois totalise une année depuis son investiture à l'Assemblée nationale. Si pour le pouvoir en place, le gouvernement souminois a réalisé des résultats palpables sur le plan économique, social, politique ou encore diplomatique, pour l'opposition, le pays fait du surplace. À Kinshasa, l'insécurité bat son plein, le panier de la ménagère est constamment menacé, les routes peinent à être réhabilitées. Pour Prince Epengue, membre de la coalition La MOUCA, le gouvernement souminois n'a rien apporté aux Congolais. Le bilan de Mme Égypte est un désastre. Il avait décliné un programme d'action de 92 milliards de dollars sur 5 ans. Et ce programme a été articulé et calqué sur 6 axes prioritaires.
Le premier axe était relatif à la création d'emplois. Après une année, les universités déversent des milliers d'étudiants qui sont au chômage. Les administrations continuent à être dans une situation où on ne recrute que les amis et connaissances de ceux qui sont au pouvoir. Moi, j'ai regardé, je n'ai pas vu d'emploi créé. Deuxième axe, c'était le pouvoir d'achat des Congolais qui devait préserver, même accroître. Aujourd'hui, les Congolais ont perdu le pouvoir d'achat. Un sac de ciment qu'il a trouvé à 10 $, c'est négocié à 14 $. Allez voir les sacs de riz, de maïs, partout, les prix ont pris de l'ascenseur. Donc les Congolais ont perdu le pouvoir d'achat. En ce qui concerne les volets ou l'axe sécuritaire, là encore, échec et mat, c'est pire. Il n'y a pas que Nord Kivu, Sud Kivu qui sont occupés. Et il y a les touris où l'insécurité bat son plein. Au Bandundu, où le phénomène au Bondo continue à couper des têtes et collectionner des victimes. À Kinshasa, l'insécurité, les enlèvements, les braquages ont un chemin tout tracé. Bref, pour ne citer que ces trois secteurs, Madame Judith a complètement échoué. L'an 1 du gouvernement Judith Suminwa, la population quinoise également réagit ce vendredi. Une équipe de reporters de Digital Congo est descendue dans les rues de la capitale congolaise pour interroger la population à ces sujets. Ce vendredi, justement, la population quinoise dresse un bilan mitigé pour les uns. C'est quand même significatif parce que c'est pour la première fois à la République démocratique du Congo d'avoir une femme à la tête du gouvernement. Pour d'autres, rien ne marche depuis le début de son mandat. Elle doit avoir la rigueur et être omniprésente partout pour veiller à la bonne façon de faire de ses ministres. Cette même population déplore cependant les cas d'insécurité grandissant ici en République démocratique du Congo. Suivez. Autrement, le macroéconomique. Il y a beaucoup d'avancées, par exemple, macroéconomiques, stabilité des prix et la baisse des prix. Mais elle néglige surtout l'insécurité. Si elle peut faire le suivi, ça sera bien. En tout cas, ça va bien. Juste d'après l'approche historique, c'est une dame technocrate. Technocrate, dans la mesure où elle a fait preuve lorsqu'elle était autrefois au ministère du Plan. Mais quant à ce que j'aimerais émettre comme avis dans sa gouvernance, il va falloir qu'il y ait la rigueur. La rigueur quant à la manière à laquelle ces ministres gèrent leur tutelle. Elle doit être aussi de partout, comme on dit, être omniprésente de partout, pour veiller quant à la bonne façon de faire de ces ministres. Je ne vois rien à retenir car je vois de plus en plus Kinshasa sa France avec beaucoup de problèmes. L'insécurité, des inondations partout, crise et les gens souffrent toujours. Si ça ne marche pas, il faut changer l'équipe. On ne change pas l'équipe qui gagne. Ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils ont marché, il faut batala, changer. Moussala Maman Judith a sali durant une année. Le travail que Maman Judith a fait durant une année, nous avons la joie de la féliciter. Mais il y a une seule chose qui nous fait mal jusqu'aujourd'hui, c'est l'insécurité. La crise sécuritaire dans l'est du pays, on en parle également dans ce journal Téné dans la province du Sud Kivu. Les membres du cadre de concertation de la société civile exigent un dialogue inclusif entre acteurs engagés dans le conflit dans l'est de la RDC et puis un cessez-le-feu immédiat pour soulager, disent-ils, la souffrance de la population. Ils ont dit ça dans un point de presse tenu à Bukavu, point de presse auquel ont eu à participer des leaders des organisations de la société civile du Sud Kivu. Suivez. La société civile, dans sa diversité en tant que force sociale, nous croyons que nos confessions religieuses sont à même de conduire une dynamique
pouvant nous amener à la paix. Nous croyons à la bonne volonté de toutes les parties, sachant que tous se réclament en train de se battre pour l'intérêt de la population. Ainsi, cette population lance un appel vibrant pour toute cessation des hostilités à travers un cessez-le-feu et aller de manière directe au dialogue. Dialogue inclusif devant mettre sur la table les acteurs politiques, opposition, majorité, les acteurs armés, AFC, M23, Twirwaneho, ainsi que d'autres groupes armés qui écument la partie est de notre République, donnant un gage de bonne foi à travers 1. La mise sur pied d'un couloir humanitaire devant faciliter la circulation de l'aide humanitaire. Nous louons la facilitation des examens d'État, qui est un acte de confiance, mais nous voudrions que cet acte s'élargisse à la santé parce que les intrants manquent de manière criante dans nos hôpitaux, ainsi que toutes les campagnes de vaccination qui ont été mises à l'arrêt. Et puis toujours dans la recherche de la paix, notamment suite à la crise sécuritaire qui frappe l'Est de la République démocratique du Congo et surtout face aux défis majeurs de cohésion nationale et de participation citoyenne au pacte citoyenne de la République démocratique du Congo, la Commission épiscopale justice paix de la CENCO a réuni jeudi 12 juin à Kinshasa plusieurs membres de la société civile. Objectif, réfléchir sur les valeurs fondamentales et transformer surtout les attitudes pour bâtir une citoyenneté responsable, laquelle citoyenneté doit être capable de permettre aux uns et aux autres de promouvoir le vivre ensemble et surtout soutenir une paix durable. Explications et détails avec Bénédicte Ndembe. Face aux tensions internes et aux défis régionaux qui fragilisent la RDC, la Commission épiscopale justice et paix de la CENCO a initié un atelier stratégique avec les acteurs de la société civile. Cette rencontre s'inscrit dans une double dynamique. D'abord, celle de consolider le vivre ensemble au sein du peuple congolais et ensuite promouvoir une paix durable avec les pays voisins. À en croire Joseph Bolessé, chargé de programme à la CEJP, l'objectif de cet atelier est de renforcer et pérenniser l'engagement politique et électoral des citoyens tout en jetant les bases d'une cohésion sociale plus solide. Les élections démocratiques sont un gage pour la cohésion sociale. Il fallait plus ou moins que la société civile comprenne un certain nombre de notions importantes que nous ignorons par moment et prendre un engagement pour qu'à la suite, elle soit même d'aller vers les autres. Animé par Cyril Ebokoto, secrétaire exécutif de la CEJP, l'atelier s'est appuyé sur une approche participative pour identifier les racines profondes du malaise social et politique en RDC. L'intervenant a mis en lumière le déficit des valeurs partagées comme l'un des obstacles majeurs à la construction d'un État stable. Il a ensuite présenté le pacte social pour le bien vivre ensemble comme étant un levier incontournable pour restaurer la confiance, encourager l'implication citoyenne et garantir des élections réellement inclusives. Les participants ont suivi la présentation du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble dans la région, en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Ils ont trouvé que cette initiative était appropriée pour aider les Congolais à pouvoir faire des analyses profondes qui leur permettront de s'approprier de leurs valeurs partagées, de bien s'approprier leur histoire partagée, mais aussi de travailler sur les aspirations communes. Les participants ont salué la pertinence des réflexions menées tout en exprimant leur volonté de relayer le message auprès de leur base. Que l'opinion publique aujourd'hui n'a pas encore saisi le bien fondé du pacte. Nous avons compris que le pacte vise le vivre ensemble, la paix.
La commission justice et paix de la SANCO envisage déjà de poursuivre cette dynamique à travers d'autres activités de sensibilisation, notamment à l'éducation civique et électorale. Et puis en politique, en novembre 2022, lors du congrès de son parti à Kisangani, le président national de la coalition Lamuka avait lancé le slogan Congo Ekolo Moko, et 3 ans après, il lance encore un autre slogan appelé, vous l'avez sans doute suivi à travers les médias, le camp de la patrie. Prince Epenge, porte-parole de Lamuka, lors d'une interview, a précisé que le camp de la patrie n'est pas une plateforme politique, mais c'est avant tout un état d'esprit. Il incarne cependant la conviction que la République démocratique du Congo est unie surtout et indivisible, et tout Congolais a le droit et devoir sacré de défendre le pays et son intégrité. Tout celui qui est contre la balkanisation du pays est membre du camp de la patrie. En tout cas, c'est ce qu'a dit Prince Epenge, qu'on retrouve encore une fois au micro de Yvonne Amoury et Papi Boabouille. Le camp de la patrie est un état d'esprit. Rappelez-vous qu'au mois de novembre 2022, lors du congrès de son parti à Kisangani, Martin Fayulu avait lancé le slogan Congo Ekolobo Moko pour dire que même si je suis à Kisangani, mais je peux venir de Mbandaka, je peux venir de Puerto, je peux provenir de Matadi, de Kikwite, de Lodja, de Ngandajika, de Beni ou de Aru, je peux être à Kisangani chez moi. De la même manière, 3 ans après, il dit camp de la patrie. Camp de la patrie parce que le Congo est menacé dans son intégrité physique. Parce que le Congo est en voie de balkanisation. Et camp de la patrie veut dire n'acceptons pas la division du Congo. Camp de la patrie est un appel à la conscience de dire aux Congolais que n'acceptez jamais que ton pays soit divisé comme le Soudan aujourd'hui, comme il est devenu le Soudan aujourd'hui, comme il est devenu la Corée aujourd'hui. Camp de la patrie veut dire que nous sommes tous des enfants de la même patrie. Nous sommes tous dans un même camp. C'est lui qui prend les armes, c'est lui qui va être instrumentalisé par Kagame, ne peut pas être le camp de la patrie. Parce que Kagame veut diviser la patrie. Camp de la patrie, c'est aussi dire que tout celui qui veut changer la constitution doit s'y asseoir, doit renoncer. Parce que celui qui veut changer la constitution n'est pas dans le camp de la patrie. Parce que le camp de la patrie veut dire aussi l'unité nationale, la cohésion nationale, les dialogues nationaux. Donc, le camp de la patrie, si aujourd'hui 3 ou 4 personnes peuvent critiquer, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris le contenu. Mais en réalité, tout Congolais est dans le camp de la patrie. Sauf celui qui veut voir le Congo balkanisé. Est-ce qu'un Congolais normal peut souhaiter que le Congo soit balkanisé? C'est qu'il est dans le camp de la patrie. Mais nous qui sommes dans le camp de la patrie, nous voulons l'unité, la cohésion, nous voulons le dialogue, nous voulons que le Congo reste un, unitaire et indivisible, tel que Lumumba l'a souhaité, et Mobutu a continué la lutte pour. On poursuit ce journal en prenant la direction de la ville de Butembo, où les enfants et écoliers du complexe scolaire Les Génies d'abord ont assisté les déplacés de guerre vivant en ville de Butembo. C'était ce vendredi 13 juin 2025. Cette assistance sans vivre et non vivre intervient donc dans le cadre de la journée de l'enfant africain. D'une manière anticipée, les enfants et écoliers du complexe scolaire Les Génies ont d'abord tenu à célébrer cette journée de cette manière, en venant en aide à ces personnes et surtout en leur donnant le sourire, une manière donc de célébrer cette journée qui est prévue pour le lundi prochain, alors qu'ils seront déjà dans la phase d'examen d'état de fin d'année. Le reportage ici est signé Delphin Sindani. Dans la cour du complexe scolaire Les Petits Génies, les déplacés de guerre, une centaine venus de Mutsanga Kisoko, ont été en face des enfants et écoliers du complexe scolaire Le Génie d'abord pour recevoir de l'assistance. Cette assistance composée essentiellement de la farine, du riz, des haricots, de sel de cuisine, le savon, les habits et les souliers. Il leur a été ajouté une enveloppe pour le transport de retour. À part les vivres et non-vivres, la parole de Dieu a été partagée. Dans les livres d'Ésaïe 41, le verset 10. Chers amis, si vous êtes là, c'est par la grâce de Dieu. Chers amis,
Si vous êtes là, c'est parce que Dieu vous a béni et Dieu connaît si pourquoi vous êtes ici. Mes frères et sœurs, nous avons le devoir d'aimer les déplacés car ils appartiennent à notre famille. Pour le directeur du complexe scolaire Les Petits Génies, cette journée a été anticipée en marge de la journée de l'enfant africain qui tombe lundi 16 juin des examens. 16 juin, journée consacrée à l'enfant africain. Et si nous avons raisonné de la sorte, c'est pour faire savoir à nos enfants qu'ils doivent jouir des mêmes droits avec les enfants déplacés que voici devant nous. C'est ainsi que nous avons sensibilisé les nôtres. Avec l'accord des parents, voici ce que nous avons pu réaliser. Les déplacés de guerre n'ont pas manqué les mots pour dire merci aux parents qui ont donné à leurs enfants ce don en leur faveur. Nous sommes venus de Ndalia au Tomaber. Nous disons merci, que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Plusieurs de nos enfants déplacés de guerre ne fréquentent pas l'école. Nous sollicitons que vous, comme éducateurs, puissiez nous aider à scolariser nos enfants dans votre école où nous voyons une bonne éducation. Toute cette cérémonie s'est passée en présence de Madame Masika Kassanasana, chef de quartier de l'évêché, du chef des cellules, du président du comité des parents, et c'est là à la satisfaction des uns et des autres. Direction cette fois le Kwilu, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo, pour parler infrastructure et exactement les travaux de l'hôpital général de référence de Kikwit-Téné. Les travaux ont été lancés jeudi par le maire de cette entité au cours d'une cérémonie qui a vécu le 12 juin 2025 dernier. Ces travaux sont financés par le programme sino-congolais et vont durer 24 mois exactement. Élément de réponse pour en savoir un peu plus sur notamment le financement, ici avec Jules Kaboula. L'hôpital général de référence de Kikwit 1, vieux de près de 80 ans, va faire peau neuve d'ici 24 mois. Ce jeudi 12 juin 2025, le maire de la ville, M. Ngiama Kachiaka, à bord d'une pelleteuse de la firme Sino Hydro 6, a donné le go à ces travaux par un geste symbolique de démolition d'un de ces vieux murs en présence des cadres de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP à l'origine de ce projet. La modernisation de cette structure hospitalière prendra également en charge son agrandissement. De 200 lits, il passera à 680 de capacité d'accueil avec certains bâtiments en étage. Il a également été prévu la construction d'une morgue d'une capacité de 90 corps. Une voie d'accès à l'hôpital sera aménagée et la stabilisation de l'érosion de l'ITPK prise en charge. Daniel Ndombelusakumunu est directeur provincial de l'ACGT au Grand Bandundu. Aujourd'hui, nous avons procédé au lancement technique de ces travaux où après visite, vous pouvez vous rendre compte qu'à un certain moment, on a déjà un pas d'avance. C'est pour dire que ce que les chefs de l'État avaient promis, l'Agence congolaise des grands travaux, représentée par son directeur général et ses collaborateurs, qui sont mis à l'œuvre sous bien sûr la bénédiction de notre ministère des Tutelles, le ministère des Infrastructures, dirigé actuellement par l'excellence Alexis Pizarro-Moufondi. Vous allez voir dans les jours à venir que les bâtiments vont pousser des sols pour que cette parole devienne réellement une vérité. Dans la même semaine, des experts de l'ACGT, de l'Office des routes, ainsi que de l'APCSC venus de Kinshasa et ceux basés au Grand Bandundu ont procédé à la réception provisoire des travaux de construction et de réhabilitation de la route nationale numéro 20, tronçon Ingudi-Idiofa, ainsi qu'à la réception définitive de 2 km de travaux réalisés sur la route nationale numéro 20, précisément à l'entrée de la cité d'Idiofa. Ils ont également visité le site destiné à abriter le futur stade du territoire d'Idiofa. Allez, on va rester dans le Kwilu pour parler cette fois du lancement des travaux de l'atelier de validation du plan provincial d'aménagement du territoire de la province du Kwilu au nom du gouverneur empêché. C'est le vice-gouverneur Espoir Massamanki qui a lancé les travaux, remerciant tous les partenaires à travers notamment la JK. Le vice-gouverneur Massamanki félicite tous les participants et promet de s'approprier ce plan d'aménagement du territoire en rendant hommage au chef de l'État. On retrouve pour ce faire Benoît Desgrovedal. Après 3 jours d'intenses travaux, l'heure est à la clôture de cet atelier de validation du plan provincial d'aménagement du territoire par le vice-gouverneur de la province du Kwilu, professeur Espoir Massamanki Iziri,
en présence de l'honorable Diasso, questeur de l'Assemblée provinciale du Kwilu. Tout a commencé par une présentation synthèse de ce plan par les experts d'Elonje Amar et la joie d'Augustin Kabamba, chef adjoint du projet Piré de Kwilu, pour la validation de ce plan provincial d'aménagement du territoire à travers cet atelier financé par le CAFI via le FONARED et l'agence japonaise de coopération internationale JICA en sigle. L'élaboration de ces outils d'aménagement ont pour objectif de promouvoir le développement de la province et la vie des populations kwiloises tout en préservant les ressources naturelles. Occasion pour le vice-gouverneur de la province du Kwilu, professeur Espoir Mansamaki Isiri, de clôturer cet atelier au nom du gouverneur, docteur Philippe Akamitou Nandolo, tout en rendant un vibrant hommage au chef de l'État. Ce plan, il faut le souligner, rentre bien évidemment dans la vision de notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut voir toutes nos provinces être développées. C'est un travail réfléchi qui a été produit par des experts en intégrant tous les services compétents. Notez que la signature du procès verbal de validation du plan provincial d'aménagement du territoire de la province du Kwilu a sanctionné cet atelier dans une belle ambiance. Direction la Chine en ville de Changsha pour parler de la 4e édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine qui est à sa 2e journée. Participant au nom de la République démocratique du Congo, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya a eu un B2B ce vendredi 13 juin 2025 avec différents investisseurs chinois. C'était depuis le pavillon de la République démocratique du Congo, au témoin de l'événement comme envoyé spécial de Digital Congo dans la suite du ministre Julien Paluku Kahongya, Obed Kambale. Suivez. À la 2e journée de la 4e édition de l'exposition économique et commerciale sino-africaine qui s'était à Changsha, Chine, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya vient de décrocher partenariat avec le groupe chinois Hunan Construction Investment Group, HCJ, sur la modernisation de la foire internationale du Congo Kinshasa-Fikine, appelée à recevoir également de grandes expositions. Au cours de cette rencontre, le directeur général de HCJ, Tang Ding, a rassuré le gouvernement congolais que ce groupe va aussi appuyer la modernisation de l'agriculture pour ainsi stimuler les exportations de produits agricoles congolais vers la Chine et la construction des infrastructures routières, énergétiques et urbaines. Juste après, le ministre du Commerce extérieur s'est rendu au pavillon de la République démocratique du Congo qui attire davantage des milliers de pèlerins. Sur place, Julien Paluku Kahongya a eu des B2B avec les responsables de plusieurs sociétés chinoises, spécialisées dans différents domaines. Par exemple, avec Josan Nguyen, CEO de Hunan Sirin Kouachank, spécialisé dans la certification et conformité des produits, il a été question d'appuyer la modernisation de l'Office congolais de contrôle OCC avec la construction de laboratoires ultra-modernes certifiés. Et à ce 13 juin, qui est le jour d'anniversaire du président de la République, à qui je souhaite un joyeux anniversaire, j'ai consacré toute la journée aux audiences accordées aux entreprises chinoises, à tous les partenaires qui sont dans divers secteurs qui intéressent la RDC, à savoir prioritairement l'agriculture, parce que la Chine nous demande suffisamment de produits. Et vous avez vu qu'ils ont afflué dans les stands de la RDC parce qu'ils apprennent par la RDC, mais de vive voix, nous avons passé en revue tous les secteurs qui peuvent intéresser la Chine, mais également nous avons été en contact avec une grande entreprise qui est dans la construction, qui est dans les infrastructures. Une des priorités que l'entreprise a choisies, c'est la modernisation de la foire internationale de Kinshasa. Aussi, le ministre du Commerce extérieur a reçu à tour de rôle tous les exportateurs congolais qui font la promotion des produits Made in Congo à cette exposition économique et commerciale. C'est la réunion stratégique avec le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Étienne Chimanga, de l'Agence des zones économiques spéciales AZES, Ogi Bolanda, de la foire internationale du Congo Kinshasa-Fikine, Didier Kabampele, et le directeur général adjoint de l'Agence nationale pour la promotion des exportations ANAPEX, Henri Gérandewel, qui a bouclé cette journée marathon.
Encore des bancs pour une école quinoise ici en République démocratique du Congo, œuvre de sociétaires du service national. Ceci pour permettre à ce que les écoles ou les élèves des écoles de la République démocratique du Congo, surtout quinoises, puissent avoir accès aux meilleures conditions d'apprentissage. Né dans la commune de Lemba, l'école Saint-Théophile située dans cette partie de la capitale congolaise a bénéficié de 300 bancs, dont, je l'ai dit, du service national. Le geste a été dignement accueilli et même salué par les bénéficiaires. Le reportage est signé Bénédicte Ndembe et Timothée Piamboula. C'est un véritable ouf de soulagement pour les élèves, enseignants et responsables du collège Saint-Théophile de la congrégation des frères jésuites de Kinzambi, située dans la commune de Lemba, à Kinshasa. Désormais, c'est le confort qui s'installe dans cet établissement scolaire, et ce, grâce au geste posé ce vendredi par le service national dirigé des mains de maître par le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik. Le commandant du service national a remis des bancs à cette école pour lui permettre d'améliorer ses conditions d'accueil, conformément à la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Geste bien accueilli et salué par les élèves, parents et responsables du collège Saint-Théophile. Nous saluons le geste du président de la République par le service national qui vient doter le banc à cette école ici. Et notre souhait que ce soit une continuité, pas une fin, avec la nouvelle problématique de la gratuité. Il y a beaucoup d'enfants dans nos écoles, mais qui manquent parfois le banc pour pouvoir s'asseoir et étudier dans de bonnes conditions. Nous espérons que notre mot sera entendu auprès des autorités compétentes pour que les bancs aussi arrivent dans les écoles primaires, maternelles, dans notre coin de mots, pourquoi pas de la République. Le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik ne compte surtout pas s'arrêter là. Au-delà des bancs, il y a également des fournitures scolaires que le service national compte mettre à la disposition des élèves dans les jours à venir. Et puis vous ne le savez peut-être pas, ce 13 juin 2025 marque la date d'anniversaire de naissance de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, un an de plus, qui a retenu l'attention de l'Office de gestion du fret multimodal, OGFREM, qui a signé un message de vœux par le canal de son directeur général William Kazomba au nom de l'ensemble du personnel. Suivez. OGFREM, Direction Générale. Message de vœux d'anniversaire à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État. Votre Excellence, à l'occasion de votre anniversaire de naissance en ces mémorables et merveilleux jours, je tiens, au nom de la Direction Générale de l'Office de Gestion du Fret Multimodal, OGFREM en cycle, de son personnel et aux miens propres, à vous adresser mes vœux les plus sincères de santé, de prospérité, de paix et de succès continus dans l'accomplissement de la noble mission que la Providence vous a confiée pour notre pays, la République démocratique du Congo. Puisse cette nouvelle année de vie vous apporter force, sagesse et inspiration pour continuer à guider la mère patrie avec clairvoyance et dévouement sur les traces des pères de l'indépendance, pour la sauvegarde de son intégrité territoriale face à la voracité prédatrice des ennemis de notre peuple, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui. Votre engagement nationaliste et patriotique constant pour le bien-être de nos concitoyens et la défense non négligeable de notre intégrité territoriale est une source d'inspiration et d'espérance pour l'ensemble des filles et fils de ces beaux et grands pays. Avec mes hommages les plus déférents, joyeux anniversaire, Excellence Monsieur le Président de la République, garant de la nation et de la souveraineté nationale. Fait à Kinshasa le 13 juin 2025, William Kazumba Mayombo, directeur général. Et c'est par ici que s'achève cette session d'information sur votre télévision. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.
Bienvenue à la lecture des journaux parus ce vendredi 13 juin 2025 à Kinshasa. L'épiscopat accuse Bemba d'essouffler sur le braise, note le journal Ouragan. Bemba veut-il ramener le pays à l'époque où il avait fait tuer des innocents à Kisangani et à Kinshasa? C'est par cette interrogation que l'épiscopat congolais a ouvert sa riposte aux propos jugés ineptes et belliqueux tenus par le vice-premier ministre des Transports Jean-Pierre Bemba le 9 juin 2025 sur les ondes de Top Congo, rapporte ce journal. Consterné mais pas surprise, l'Église catholique dénonce avec vigueur la posture dangereuse de hauts responsables gouvernementaux qui, selon elle, multiplie les allégations gratuites, infondées et diffamatoires à son encontre depuis la période électorale de 2023, rapporte encore ce journal. La Senco ne s'est pas contentée d'épingler Bemba. Poursuit le journal, elle s'étonne du mutisme glaçant des institutions et pose une question qui dérange: où sont passées la justice et l'Assemblée nationale? La Senco invite Jean-Pierre Bemba à la retenue, note pour sa part la prospérité. Pour la Senco, M. Bemba s'est attribué un rôle extrêmement dangereux, celui de proférer avec une légèreté déconcertante des allégations récurrentes, gratuites et infondées contre la Senco. Il multiplie des déclarations qui portent atteinte à la réputation de la Senco et risquent de compromettre le climat de confiance nécessaire à la cohésion nationale et au bien vivre ensemble dont le pays a tant besoin. En effet, note ce journal, au regard du contexte sociopolitique actuel, cette belliqueuse sortie médiatique donne à croire que M. Jean-Pierre Bemba peine à accepter l'option courageuse et salutaire prise par les institutions de la République et l'ensemble de la nation, celle de résoudre par des voies pacifiques la crise actuelle qui menace l'unité nationale et l'intégrité territoriale, souligne le journal La Prospérité. Africa News estime pour sa part que la Senco taille Bemba en pièces. Selon ce journal, pour les évêques, les propos de Bemba sont gratuits et graves et les évêques estiment même qu'ils relèvent davantage de la provocation que de la réalité politique. Selon la Senco, de telles déclarations dénuées des raisons, de bon sens et de respect pour les institutions témoignent d'une animosité inquiétante de la part de Jean-Pierre Bemba envers ses concitoyens. Pire, elle participe à la promotion de la violence dans un climat déjà fragilisé par l'occupation rebelle dans certaines régions du pays. Et puis les bulletins de l'agence congolaise de presse s'intéressent à l'an 1 du gouvernement souminois. 365 jours d'action concrète, loin des discours, estime ce média public. Investi le 12 juin 2024, note la CP, le gouvernement souminois a totalisé jeudi 12 juin 2025 une année d'action concrète, loin des discours politiciens stériles et de la fainéantisme des bureaux climatisés. La stabilité du cadre macroéconomique, particulièrement des taux de change et d'inflation, du prix du carburant à la pompe, ainsi que les satisfecits assortis des décaissements par les institutions de Bretton Woods de plusieurs millions de dollars américains sont des signaux clairs que les 365 jours passés ont apporté un lot de résultats satisfaisants. Sur le plan économique, poursuit le bulletin ACP, le gouvernement souminois a maîtrisé le cadre macroéconomique du pays avec des perspectives de consolidation d'une inflation à un chiffre, contrairement aux années précédentes avec un taux d'inflation à plus de 20%. Voilà tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.